Allez, on va pouvoir commencer, je pense, maintenant. On a attendu les quelques minutes réglementaires pour les retardataires, sachant que c'est sur la pause du déjeuner, donc c'est pas toujours évident. Donc, à nouveau, merci. On va commencer par les présentations et quelques informations pratiques. Donc, voilà, moi je me présente, désolé pour cette impolitesse, mais Laurent Legac, expert comptable associé au cabinet Baker Tilly, plus particulièrement au bureau de Lorient, et en charge pour Baker Tilly du secteur santé. Je suis responsable du secteur santé, d'où ma présence sur cette actualité qui ne concerne pas que les professions de santé, mais quand même principalement, puisque l'exercice en selle est quelque chose de courant dans les métiers de santé. Je suis accompagné aujourd'hui de Clarisse Régnier qui nous accompagne dans comment dire, les différents webinaires qu'on fait sur ce sujet, puisqu'on en fait plusieurs, vu que l'actualité est pressante. Donc Clarisse qui s'occupe de la communication externe du secteur santé, et je l'en remercie. Et Élodie Ducrot, maître Ducrot, que je vais laisser se présenter, puisqu'il co-anime avec moi. Bonjour à toutes et à tous, donc Élodie Ducrot, je suis avocate associée, donc responsable du bureau d'Horatio à Lorient, et donc j'interviens essentiellement en droit des sociétés et également donc sur un portefeuille de professions libérales, essentiellement profession de santé. D'où mon intervention avec Laurent aujourd'hui. Donc merci Élodie. Effectivement, on vous a préparé une petite présentation. Si vous êtes inscrit, c'est que vous connaissez un petit peu cette actualité, évidemment, qui vous concerne sûrement. Donc, actualité qu'on a eu le plaisir de prendre le bout de son nez en décembre 2022, avec une année 23 un petit peu particulière, et qui va se mettre en place là à compter du 1er janvier 2024, donc sur vos déclarations de revenus 2025. Donc on va essayer de repartir un petit peu de l'histoire de ça, des choses qui seront à mettre en place d'un point de vue juridique et fiscal. Et puis je vais essayer d'agrémenter un petit peu ma présentation des petites choses pratiques qui seront à mettre en place, et du côté des CEL et du côté de vos futurs BNC individuels. Donc, pour démarrer, je passe la parole à Élodie, qui va pouvoir commencer un petit peu à situer de quoi on parle aujourd'hui. En effet, et pour petite précision, si vous avez bien sûr des questions, on s'est laissé un petit temps en fin de présentation pour pouvoir vous répondre. Donc, Oui, on va commencer par... je te coupe du coup, Élodie, pardon. Vous avez en haut de votre en haut de votre écran un onglet un petite icône qui s'appelle Q et R, et ça permet de publier une annonce en fait, et c'est le fil de discussion pour poser vos questions. Donc en haut plutôt à droite de votre écran, avec des petits émoticônes là d'un petit dialogue avec un point d'interrogation. Voilà, donc c'est là où vous pouvez poser des questions par lesquelles on répondra au fur et à mesure de la présentation. Donc voilà, donc pour commencer, on va revenir sur le contexte de la réforme. Depuis longtemps, le régime fiscal applicable à la rémunération des associés de CEL était ambigu, car on avait la jurisprudence et la doctrine administrative qui s'opposaient à ce sujet. Donc en 1996, la doctrine administrative était venue préciser que les rémunérations techniques donc des professionnels devaient suivre le régime des traitements et salaires, donc l'article 62. Et plus tard, donc en 2013 et 2017, le Conseil d'État s'était positionné, il y a eu 2 arrêts significatifs pour venir distinguer en fait les rémunérations techniques qui ont une qualification donc de BNC des rémunérations de direction et de gérance, là qui étaient traitées comme des traitements et salaires. Donc on avait cette opposition entre la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'État. Et donc fin 2022, la doctrine administrative s'est positionnée. Il y a eu la publication d'un nouveau BOFIP qui est venu distinguer les rémunérations techniques des rémunérations de la gérance. La première distinction entre ces 2 rémunérations a été introduite donc en décembre 2022, et avec des précisions depuis, avec une première en novembre 2023 suite à un rescrit. On avait des premières réponses, mais qui n'étaient pas suffisamment complètes de l'administration fiscale. Et fin décembre 2023,
là, il y a eu des précisions donc, apportées par le BOFIP qui sont venus nous préciser la nouvelle réglementation et avec une date d'application au 1er janvier 2024. Et on a pu aussi avoir quand même plus de précisions sur pas mal d'aspects, CFE, TVA, dans un BOI qui a été publié le 24 avril 2024. Donc voilà un petit peu pour la chronologie des textes et des différentes dispositions qui, au fil de l'eau, finalement, sont venues nous apporter quelques réponses, parce qu'on a été quand même un certain temps un petit peu dans un flou juridique pour nous permettre de traiter ces questions-là. Donc, petit rappel, jusqu'au 31 décembre 2023, sur le rappel des pratiques des rémunérations donc des associés de SEL. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2023, les associés de SEL donc, peuvent se prévaloir d'une ancienne réponse ministérielle et on pouvait justifier donc, de cette position-là pour imposer les rémunérations que perçoivent les associés au titre de leur activité libérale dans la catégorie des traitements et salaires ou de l'article 62. De ce fait, les associés donc, pour leur rémunération pouvaient bénéficier de l'abattement de 10% sur leur rémunération imposable. Donc, si on comparait finalement une structure d'exploitation sans emprunt avec comme hypothèse que l'ensemble de la trésorerie disponible était prélevé, l'associé de SEL, en comparaison avec un individuel classique, bénéficiait donc d'un abattement de 10%. Donc, ce qui rendait un avantage assez significatif pour le bénéfice de la SEL pour la rémunération des associés de SEL. Parce qu'à côté, le professionnel qui exerçait un individuel en BNC ne pouvait prétendre à aucun abattement. Donc, il y avait quand même un avantage fiscal. Voilà pour le traitement jusqu'au 31 décembre 2023. Désormais, depuis le 1er janvier 2024, les nouvelles dispositions sont applicables. Donc, je laisse la parole à Laurent pour revenir préciser les dépenses déductibles qui étaient liées donc, aux rémunérations. Mais toujours ce qu'on pratiquait jusqu'au 31 décembre 2023, c'était les dépenses déductibles liées en fait. Les dépenses incombant normalement aux associés pouvaient, sur délibération des associés, être prises en charge par la SEL. Classiquement, dans la SEL était déduite votre rémunération qu'on imposait sur votre feuille d'impôt dans la catégorie article 62 avec l'abattement de 10%. Et en plus, la SEL prenait en charge, si c'était l'usage dans la SEL, puisqu'on avait deux systèmes, mais le système dont je vous parle était le système le plus répandu. On déduisait les charges sociales personnelles obligatoires, donc URSSAF plus votre caisse professionnelle, les charges sociales facultatives, ce qu'on appelait anciennement les lois Madelin, si ça vous parle plus, et puis les frais directs. Donc, une prise en charge de tous les frais directs, à savoir par exemple les frais de formation ou les autres dépenses déductibles qui concourent à la jeunesse de vos revenus. C'était déductible de la SEL. Quelles que soient les typologies de dépenses, à savoir, on ne faisait aucune distinction entre votre mandat de gérance ou votre exercice professionnel libéral. Voilà. Une prise en charge de toute ou partie était souvent appliquée pour les cotisations Madelin, PER, mais même les prévoyances mutuelles pour l'ensemble de la famille quand c'était prévu dans le contrat. Voilà. Après, ce qui n'était pas pris en charge dans la SEL pouvait éventuellement, dans certains cas, être déduit aussi de la déclaration de revenus personnels quand ce n'était pas inclus dans les fameux 10% d'abattement forfaitaire si on était au réel à titre individuel. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, au 31/12/2023, on avait un système qu'on connaît, qui était plutôt intéressant, puisque, sauf certains cas précis où il y avait beaucoup de frais déductibles, aller-retour domicile-travail, qui étaient déductibles de la déclaration de revenus, et ben en fait, on déduisait un maximum de choses de la SEL et on avait un abattement forfaitaire de 10%. Et c'est tout cette pratique qui est venue un petit peu bouger, voire beaucoup bouger cette réforme. Voilà. Les précisions aussi, ce qu'on faisait jusqu'au 31/12/2023. Pour rappel, les invitations, les cadeaux, cotisations, les frais de déplacement professionnel, etc. étaient déductibles de la SEL. Par contre, les frais de déplacement domicile-travail ne l'étaient pas. Voilà. Voilà. Désormais, je reprends la parole. Oui. Tu n'avais pas de choses à ajouter. Non. Voilà, c'était l'histoire, c'était le bon temps. Voilà. Donc, depuis le 1er janvier donc 2024, donc application de la nouvelle réglementation et
désormais des nouvelles pratiques à adopter. Donc là, vous trouverez un tableau qui vient récapituler maintenant le régime fiscal et social qui est applicable donc, aux rémunérations des associés de SEL, qui distingue selon la forme sociale, hein, CELAS ou CELARL. Donc, dans une CELAS, lorsque vous êtes juste associé de SEL et qu'il n'y a pas de rémunération d'un mandat social, donc vous êtes sur la fiscalité BNC et puis pour le régime social, sur le régime général des travailleurs indépendants. En cas de rémunération d'un mandat social, donc l'aspect rémunération du dirigeant va être là imposé tous les traitements et salaires. Et le régime social sera également celui du régime général salarié. Dans une CELA, donc là, la distinction va se faire s'il y a une gérance majoritaire ou une gérance minoritaire. Le gérant majoritaire, donc pour la rémunération de son mandat, ça va être l'article 62, et le gérant minoritaire, égalitaire, traitement et salaire. Et le gérant majoritaire sous le régime social sera le régime social des travailleurs indépendants et celui du régime général des salariés pour les gérants minoritaires. Et donc, bien sûr, il y a une distinction entre l'activité, donc rémunération des fonctions techniques, qui seront donc déclarées en BNC, et sur le régime social des travailleurs indépendants. La particularité, vous voyez sur la rémunération d'activité technique, c'est qu'il est précisé dans le BOFIP que s'il y a une impossibilité de distinguer la rémunération au titre de l'activité libérale et de celle du mandat social, l'intégralité de la rémunération est déclarée en article 62. On le verra tout à l'heure, il y a quand même une certaine difficulté parce qu'il y a quand même des éléments de preuve à apporter. Donc, ça peut être risqué de pas venir ventiler finalement cette rémunération-là. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et à noter aussi, bien sûr, s'il y a un quelconque lien de subordination dans le cadre de l'activité, là, on peut basculer sous le régime des traitements et salaires. Donc voilà pour le récapitulatif au niveau du nouveau régime applicable. Au risque de te paraphraser, Elodie, hein, on voit bien là apparaître dans ce tableau un petit peu technique, mais on voit bien apparaître la notion de BNC, que ça soit en CELARL ou en CELAS, tout l'objet d'aujourd'hui, hein, évidemment, mais notion qui n'apparaissait pas avant. Donc c'est cette caractéristique-là, cette donnée-là qui va nous faire un peu de travail et qui potentiellement va avoir un petit impact fiscal individuel. Voilà. Donc, dans ces nouvelles pratiques, quelles sont les professions concernées? Donc, ça va être l'ensemble des SEL qui exercent une activité libérale. Alors, il y a une petite incertitude, il y a un cas particulier pour les pharmaciens où le positionnement n'est pas forcément très clair et on attend encore quelques clarifications. Donc, on attend, nous, des retours du SIE pour venir nous confirmer que ces dispositions sont bien applicables donc, aux pharmaciens. On a eu un retour d'ores et déjà de l'ordre, mais de façon orale, on n'a pas eu de note écrite. Mais l'ordre nous indique que les pharmaciens sont concernés par cette nouvelle réglementation. Voilà. Donc, on espère avoir rapidement un éclaircissement afin de s'assurer que les pharmaciens sont également bien concernés par ce nouveau régime. Pourquoi le doute sur l'activité de pharmacien? L'activité de pharmacien exerce bien en SEL, mais ça reste une activité de nature commerciale. Donc le doute pouvait exister. Après, à l'usage, cette activité exclut de aucun texte d'application. Et la confirmation orale, comme tu viens de nous le dire, Elodie, va dans le sens d'une application. Donc on attend cette confirmation écrite de la part des services des impôts, mais il semblerait qu'on se dirige vers une application totale dans toutes les SEL. C'est que ce soit la forme sociétale de la structure qui prédomine et non l'activité. Et on peut aussi se poser la question sur les formes juridiques SAS, SARL qui exercent une profession libérale. Alors là, on a souhaité faire quand même un petit focus sur l'ordonnance de février 2023, parce qu'il y a aussi eu une refonte des textes applicables aux sociétés d'exercice libéral et à l'ensemble des professions réglementées.
Parce qu'il y a certaines, alors on l'a moins sur les professions de santé, mais les professions juridiques ont la faculté finalement d'exercer leur profession sous des formes de sociétés de droit commun, en SAS ou SARL, sans avoir la dénomination de SEL. Et l'ordonnance qui est intervenue en février 2023, alors, elle a surtout pour objet de venir clarifier, simplifier, et puis mettre en cohérence les différentes règles relatives aux professions libérales réglementées, parce qu'on avait jusqu'à maintenant un peu un millefeuille législatif. C'était un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc cette ordonnance, elle est rentrée en vigueur en 1er septembre 2024. Alors on est encore dans l'attente de plusieurs décrets d'application, ça met un petit peu de temps à être publié, donc on n'a pas encore l'ensemble des dispositions. Mais juste pour faire c'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'était juste pour faire un petit rappel et puis vous présenter les principaux apports de cette ordonnance. C'était à la fois définir les professions libérales réglementées. Ils ont catégorisé ces professions libérales donc en 3 familles: professions de santé, professions juridiques et judiciaires et professions techniques et du cadre de vie. Pour les SEL, il y a eu des précisions à apporter sur les règles de détention du capital et des droits de vote, de la gouvernance. Un renforcement de l'information annuelle des autorités compétentes, c'est-à-dire qu'il y a des informations annuelles à remonter aux différents ordres qui sont renforcées, notamment sur la gouvernance. Et il y a eu l'instauration d'un droit de retrait dans les SEL. Et l'ensemble des sociétés doivent être mise en conformité par rapport à ce nouveaux apports de l'ordonnance avant jusqu'au 1er septembre 2025. Et donc les SARL et les SAS donc de droit commun, même si elles pourront garder, l'article n'est pas très clair sur l'ordonnance à ce sujet, mais elles n'auront pas l'obligation de changer de dénomination, donc de s'appeler SEL. Mais au niveau des dispositions, en fait, elles devront, là, il devra y avoir un retoilettage des statuts pour se mettre en conformité avec ces dispositions de société d'exercice libéral. Donc la question, c'était est-ce que les formes, les associés de SARL ou SAS, mais qui exercent une profession libérale, est-ce qu'ils sont soumis à ce nouveau régime fiscal? La position serait que ça a traité comme une SEL dès 2024, et ne pas forcément attendre qu'on fasse le toilettage des statuts. Il y a eu des positions au niveau du CNB qui ont été en ce sens, donc on suppose que pour l'ensemble des professions, ce sera le cas. Donc on conseille fortement dès à présent de traiter même les sociétés de droit commun comme des SEL finalement. Voilà. Et pour les SAS, comme on l'indiquait dans le petit encadré, les rémunérations techniques étaient déjà traitées comme des BNC, donc il y a moins de sujets sur les SAS et plutôt sur les SARL. Voilà pour le petit focus sur cette ordonnance du 8 février 2023. Dans les nouvelles pratiques à adopter, il va falloir faire la distinction notamment entre les fonctions de gérance et les fonctions techniques pour notamment ensuite distinguer les rémunérations sur ces deux fonctions. Donc les fonctions de gérance, elles vont être allouées sur ça concerne les tâches en fait qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l'activité libérale, de l'activité technique, on va dire. Ça va être des convocations à des AG, de la représentation de la société, soit vis-à-vis des associés ou des tiers, des décisions plutôt juridiques, un transfert de siège social, etc. Donc c'est tout ce qui sort finalement des fonctions techniques. Les fonctions techniques, là c'est vraiment la rémunération de l'activité libérale en tant que telle. Alors il peut y avoir aussi des tâches de nature administrative qui sont liées, inhérentes aux fonctions à l'activité libérale. Ça va être la facturation du client ou du patient, l'encaissement, la prise de rendez-vous, tout ce qui est approvisionnement, fourniture, gestion des équipes. Donc là, c'est lié aux fonctions techniques et pas à la gérance. Donc voilà pour la distinction entre ces deux fonctions. Je passe la parole, Laurent, pour les règles fiscales, pour la distinction entre ces deux fonctions. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu lourd à mettre en place. On se dit, comment répartir mon temps entre ces deux fonctions? Alors, je vous arrête tout de suite. L'administration fiscale s'est vraiment positionnée, puisque vous avez bien compris que les fonctions de gérant n'avaient le même traitement fiscal qu'avant. Donc forcément, c'est tentant de se dire qu'on a une grosse activité dans notre activité de gérance, alors que l'administration fiscale ne le verra pas de cet œil-là.
Donc, la règle admise, sans précision particulière, ça c'est vraiment tolérance de l'administration fiscale, 5% de la rémunération pour la fonction de gérance, 95% pour la fonction technique. Voilà. Élodie l'a dit tout à l'heure, si aucune répartition n'est possible, mais c'est un cas très rare qui va emmener beaucoup de contrôle, si aucune répartition n'est possible, l'ensemble est considéré comme gérance, ce qui, pour l'administration fiscale, est des cas quasi impossibles. C'est pour ça qu'on a mis attention. Cette position semble difficile à justifier auprès de l'administration fiscale, car il faut apporter les éléments de preuve de l'impossibilité de distinction. Ou à l'inverse, les éléments de preuve de ce que 100% de montants sont en gérance. Un cas qui peut être voilà, une SEL avec, je caricature le propos volontairement, 30 associés, dont une élection se fait pour un associé qui n'exerce plus la profession, qui est que gérant avec un mandat de représentation en fait. Hein. Là, on pourrait avoir pour cette personne-là, exclusivement cette personne-là, une quotité qui va vers le 100% de gérance. Mais on est dans des cas un peu exceptionnels de structures un petit peu particulières, qui pas les structures les plus couramment trouvées dans les SEL ou les CELAR ou CELAS à 1, 2, 3, 4, 5 ou jusqu'à 10 associés où tout le monde pratique la profession. Voilà. Donc la règle admise, c'est celle-ci. Nos positions, Becquerti et Horatio, répartition de la rémunération nette, 5 et 95%, c'est-à-dire de le faire, 5% de la rémunération dans la SEL, 95% dans le BNC, puisque ces quelques pourcentages nous amènent un léger gain fiscal, donc c'est une tolérance d'administration fiscale, donc pourquoi ne pas le faire, pardon. Par contre, vous imaginez bien que répartir au prorata l'ensemble des cotisations et des régularisations de cotisation, ça peut être assez fastidieux pour 5%. Donc notre préconisation, c'est d'aller déduire 100% des cotisations sur le BNC, le risque fiscal étant très faible de non-déduction dans la SEL de 5% des cotisations sociales. Ça, c'est la préconisation qu'on utilisera dans la plupart des cas. Autre choix possible, quand l'impact est très très faible, c'est mettre, et là l'administration fiscale le tolère, voire le préconise évidemment, 100% de la rémunération en BNC, avec un mandat de gérant non rémunéré, ce qui est possible. Là, il y a un léger faire ça, c'est quand fiscalement, à titre personnel, le fait de répartir en 5 et 95% va pas avoir d'enjeu majeur sur l'impôt. Donc plutôt, si vous suivez la mécanique, plutôt pour les faibles rémunérations, où 5% d'un faible montant sera tellement non significatif que une fois qu'on appliquera le barème de l'impôt là-dessus, ça ne va pas avoir un impact très important. Voilà. Après, autre choix possible, mais là, on va en parler rapidement, parce que le choix peut être un peu technique. Pour le calcul des 5%, il peut être porté sur la rémunération nette ou brute, c'est-à-dire avec ou sans cotisation sociale et avec ou sans les cotisations Madelin. Donc pour avoir une clé de lecture correspondante à ce qui se pratiquait avant. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la majorité des SEL, on pratique la rémunération nette prise en charge des cotisations sociales, mais dans certaines SEL, on pratiquait déjà la rémunération brute, une enveloppe brute, et donc on peut avoir ce même fonctionnement dans la SEL pour les 5%, qui permet d'avoir une clé de lecture correspondante. Voilà. S'il n'y a pas d'utilisation des 5%, 5,95, la règle dont je vous fais état là, admise par l'administration fiscale, admise par décret par l'administration fiscale, la décision de ne pas rémunérer ou de la fonction de gérance ou de rémunérer plus fortement, là doit être vraiment habillée juridiquement, actée juridiquement dans les statuts, PV d'AG, règlement intérieur ou pacte d'associés, et justifiable dans les faits, c'est-à-dire si on décide de rémunérer plus que 5% de la fonction de gérance, dans mon cas tout à l'heure, par exemple, une SEL à 30 associés, là, je dois avoir un fonctionnement juridique qui le prouve, voire des feuilles de temps, voire des éléments de preuve comme quoi je n'exerce pas la profession libérale. Voilà, puisque l'administration fiscale va être vigilante sur cette question de répartition, puisqu'elle a, et c'est assez rare pour le noter, acté en décret cette quotité 5,95, quotité qu'on ne voit pas un peu, puisqu'on peut considérer qu'on est dans une émission de gestion, mais c'est par décret, donc c'est une règle qu'on doit appliquer.
Voilà pour cette répartition des 2 fonctions qu'on nous a présentées, Élodie, pour la partie juridique et financièrement 95%. Voilà. Donc, je vais avoir 95% de votre rémunération, dans la majorité des cas, 95% de votre rémunération comme recette de mon BNC. Et vous l'aurez compris, on l'a dit en préambule, 95% comme recette de votre BNC sur lequel je ne vais pas appliquer comment dire, l'abattement de 10%. Donc, qu'est-ce que je vais venir déduire dans votre BNC? Alors, c'est un peu une algérienne là, c'est-à-dire qu'on attendait toujours une liste de choses déductibles ou pas. On peut attendre longtemps, puisqu'on ne l'aura pas. En gros, c'est ce qui est déductible de votre BNC. Je caricature mon propos, mais c'est vraiment l'esprit. Ce qui est déductible de votre BNC, ça va être les éléments nécessaires à l'exploitation, à la jeunesse de vos revenus libéraux, qui ne seraient pas déductibles dans la SEL. Donc, on a 2 catégories très connues, à savoir maintenant, dorénavant, les cotisations sociales obligatoires et facultatives, puisque jusqu'à maintenant, on les déduisait dans la SEL, et maintenant, on vient de nous expliquer qu'elles seront déductibles du BNC. Donc ça, catégorie courante à tout le monde, commune à tout le monde. Deuxième catégorie, que le champ des possibles maintenant nous l'ouvre, ça va être les indemnités kilométriques. Domicile-travail, puisque dans la SEL, il n'était plus déductible. Il n'était pas déductible, pardon. Le BNC, maintenant, ils sont déductibles puisqu'ils remplacent un peu l'abattement de 10%. Alors là, tous les contribuables sont inégaux, hein, puisque si on habite loin de son lieu de travail, bah, ça va être assez profitable. Si on habite juste à côté, effectivement, ça va être plus difficile. Donc, c'est lié aux frais de véhicule domicile-travail sur le BNC. Donc, là, pareil, je parle d'indemnité kilométrique parce que c'est le plus courant. Ça peut être aussi le coût du véhicule réel parce qu'on a, comment dire, les règles du BNC qui vont s'appliquer. Et dernière catégorie, qui est peut-être la moins claire à comprendre, ça va être, et je reviens sur ma genèse, tout ce qui est déductible, nécessaire à la jeunesse de vos revenus, que la SEL ne prendrait pas en charge. Je suis seul associé de la SEL. Difficile de dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas pris en charge dans la SEL puisque je suis le seul décisionnaire. On est 2, 3, 4, 5 associés et on a des règles de gestion qui font que je ne peux pas déduire plus de X euros de matériel informatique, X euros de formation. Et je fais quand même cet investissement de formation, de matériel informatique ou de matériel spécifique. Et bien, si par convention avec mes associés, la SEL ne les prend pas en charge, ils seront déductibles de mon BNC. Donc voilà les 3 catégories de charges un peu communément admises aujourd'hui dans la déduction, dans les charges déductibles de votre BNC. J'espère avoir été le plus clair, mais ça met quoi en modalité pratique, et j'anticipe un petit peu, ça montre quand même que la question doit se poser et ce fameux nouveau BNC reste une comptabilité à part entière, recettes, dépenses. Voilà pour cette partie. La partie d'après là qui est affichée, on le voit bien, mais j'ai assez insisté, donc je passe assez vite, hein. C'est toutes ces cotisations déductibles dans le BNC. Je viens de le dire, donc je passe très vite, mais c'est bien les cotisations obligatoires, URSSAF, caisse de retraite spécifique, et vos cotisations prévoyance mutuelle et retraite facultative qu'on avait, voilà. Là, notre position, c'est d'en déduire 100% pour des raisons de simplification et d'éviter des prorata qui n'ont pas d'intérêt réel à faire. Voilà. Voilà pour la partie comptabilité de votre BNC. Sur la partie autre, hein, l'option impôt sur les sociétés, puisqu'en fait, on lit un peu tout et son contraire en ce moment. L'option pour l'impôt sur les sociétés n'est possible que pour les seuls professionnels exerçant en leur nom une activité professionnelle. Donc ça date de quoi? La question, elle vient d'où? Il y a quelques années, là, on peut maintenant opter à l'impôt sur les sociétés quand je suis non pas en SEL, mais en individuel, autrement dit en BNC. Donc, par parallélisme, on se dit, s'ils ont ouvert l'option impôt sur les sociétés sur les BNC individuels, est-ce qu'ils l'ont ouvert à ces nouveaux BNC? Et donc là,
on voit bien que l'activité professionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas générée par le BNC, hein, elle est bien générée par la SEL. Et donc, l'option impôt sur les sociétés pour ces BNC intermédiaires entre la SEL et vous, entre guillemets, hein, elle n'est pas possible, puisque elle est réservée qu'à ceux qui exercent réellement la profession, et donc c'est quand même la SEL qui encaisse les honoraires des patients ou des clients selon vos activités. Voilà. Voilà pour ça. Après, on le voit bien, de toute façon, à l'usage, c'est assez rare et il n'y aurait pas d'intérêt, hein, puisque comment dire, là, on parle bien de la rémunération qui est déjà sortie de la selle. Donc, ce serait en plus remettre une option IS sur une option IS, il n'y a pas trop d'intérêt majeur. Voilà pour ça. Je te repasse du coup la parole, Élodie, sur le traitement fiscal des titres de la selle, parce que là aussi, une question se pose. En effet, on pourrait se poser la question s'il y a un intérêt de venir inscrire à l'actif du BNC les titres de la SEL. Donc, ce que disent les textes, c'est possible d'inscrire ces titres. Ça peut permettre de prétendre notamment à bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt et des frais d'acquisition. Alors, notre position, c'est que éventuellement, cette question peut se poser et puis on pourrait prétendre à venir inscrire ces titres à l'actif du BNC s'il y a une acquisition de titres récente. Voilà, ça peut, la question peut se poser, l'intérêt peut être significatif. Toutefois, une question se pose, c'est qu'en cas de départ à la retraite, on a un doute, là c'est pas tranché sur l'application de l'article 238 quindecies. Ça reste à vérifier et on pourrait éventuellement se priver finalement de pouvoir ensuite exercer cette possibilité d'abattement et puis en cas de départ à la retraite. Donc en attendant d'avoir une clarification sur ce sujet, à l'exception vraiment du cas d'une acquisition récente avec emprunt, on préconise fortement de ne pas inscrire les titres de SEL donc à l'actif. Et que si on a le doute, avant de toute façon de le faire, on préconise qu'il y ait pour chaque, au cas par cas, finalement, une étude d'un avocat fiscaliste pour trancher et se positionner sur cet aspect, parce qu'il y a des conséquences quand même fiscales après derrière si cette option est retenue. Donc, gros point de vigilance quand même sur le traitement fiscal des titres de la SEL à l'actif du BNC. Et effectivement, c'est tentant de vouloir les mettre parce qu'on pourrait déduire les intérêts d'acquisition pour ceux qui sont concernés, les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais d'acte, les droits d'enregistrement, etc. Donc, c'est un petit effet fiscal positif l'année où on le fait. Par contre, l'année de sortie, il ne faudra pas que vous soyez pénalisé. Donc, effectivement, pour l'instant, on préconise de ne pas le faire faute de comment dire, d'informations particulières. Évidemment, si l'intérêt était majeur, la question se pose auprès d'un conseil fiscaliste, pardon, pour éventuellement poser la question à l'administration fiscale sous forme de rescrit. La TVA, je te laisse la main, Laurent. Oui, vous voyez, ça fait un peu, là on commence une petite liste à l'après-vert, hein, puisque on a cette question rémunération, répartition et traitement fiscal. Et puis après, ça sous-entendait beaucoup de questions sous-jacentes, à savoir, bah, là on en a vu une, hein, l'inscription des titres, la TVA, l'IS, on l'a vu aussi, la TVA. Est-ce que ces recettes de mon BNC seraient soumises à TVA un peu à l'instar des redevances de collaboration, par exemple, hein, pour ceux qui sont concernés ou qui ont déjà été concernés, qu'on soumet à TVA quand ça dépasse le seuil. Là, l'administration fiscale s'est clairement positionnée. C'est pour ça qu'on a un petit peu eu un report dans l'application, parce que l'administration fiscale, en décembre 2022, ne s'était pas positionnée sur un certain nombre de sujets. Et c'est comme ça que, tranquillement, toute l'année 2024, on a eu quelques précisions arrivées. Et sur la TVA, on est bien d'accord que ces BNC-là, en aucun cas l'associé ne peut être regardé comme un assujetti à TVA. Donc, on vous rassure, il n'y aura pas de TVA collectée sur vos rémunérations. Voilà, mais ça fait du bien en le disant. Sous-entendu, il n'y aura pas d'obligation de facturation non plus, d'émettre une facture entre ce BNC et la SEL. Voilà. De la même façon,
BNC égale numéro de SIRET. On va voir alors, soit votre numéro de SIRET individuel que vous aviez lors de votre inscription pour certains. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas de numéro SIRET individuel, il n'y en avait qu'un dans la selle, selon les professions. Et donc, inscription numéro de SIRET, dépôt d'une liasse fiscale, ça nous fait penser, nous, tout de suite, à CFE. Est-ce que vous allez devoir payer une CFE supplémentaire pour ce BNC, en fait, hein, et la réponse aussi est non. L'administration fiscale s'est positionnée. Ce n'est pas une réelle activité économique, hein, c'est redondant, mais la logique se déploie quel que soit le sujet, et ces BNC-là ne donneront pas lieu à CFE. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une forme d'inscription un petit peu particulière de ces CFE qu'on va vous montrer tout à l'heure, pour être sûr que l'administration fiscale ne l'enregistre pas comme un BNC classique. Donc, pas de CFE, ça fait du bien en le disant aussi. Sur la partie micro-BNC, parce que voilà, alors je rappelle un peu le cadre. Quand on dépasse pas les 77 700 € de recettes, alors là, je fais fi du sujet dont on parle, là c'est un sujet classique. En BNC, quand je dépasse pas 77 700 € de recettes, eh ben, je peux non pas être au régime ce qu'on appelle réel, à savoir recettes moins les charges réellement décaissées, mais je pourrais être en régime forfaitaire, ce qu'on appelle le micro-BNC. Alors la question, finalement, est-ce que ma rémunération de ce fameux BNC intermédiaire peut être considérée comme un micro-BNC? Et la réponse est oui, dans ce cas-là, sauf pour les officiers publics, les ministériels, les notaires et les commissaires de justice, où le régime BNC, micro-BNC, leur est interdit, mais de tout temps, quoi, hein, pas seulement pour cette application. Donc oui, dans certains cas, on peut appliquer le régime micro-BNC. Alors ça complexifie un petit peu, puisque en fait j'aurai un régime un peu transitoire, soit ma rémunération est tout de suite, soit les 95% de ma rémunération est tout le temps inférieure à 77 700. Et du coup, la question se pose, réel micro-BNC, ou alors ma rémunération moyenne des 2 dernières années est inférieure à 70 700 € et donc je peux y prétendre pendant 1 ou 2 ans et l'année d'après, j'y prétendrai plus parce que je vais dépasser. Donc là, il y a un petit calcul individuel pour savoir si c'est intéressant ou pas dans votre cas de figure, fiscalement et socialement. Voilà, avec un petit point de vigilance, c'est pour ceux qui seraient en micro-BNC que pour des années de transition, de bien arbitrer leur cotisation sociale, puisque micro-BNC, si vous le faites, c'est qu'il y a un gain fiscal et social, et de bien arbitrer ça quand vous allez sortir du régime, que l'année où vous sortez du régime, de bien arbitrer les bons acomptes d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale pour ne pas se retrouver avec une régularisation forte l'année d'après. Donc, micro-BNC, ça va concerner peu de personnes, hein, puisque le plafond est plus faible d'une part, et ça concernerait ceux qui ont peu de charges déductibles, hein, puisque le régime est forfaitaire, mais dans certains cas de transition, la question peut se poser. Voilà là-dessus. Je rappelle, hein, l'abattement fiscal appliqué pour le micro-BNC, je ne l'ai pas dit, je m'en excuse, c'est 34%. Donc la question, c'est de savoir est-ce que les charges réellement déductibles que j'ai listées tout à l'heure sont inférieures ou supérieures à 34% dans votre cas de figure, si vous pouvez être éligible au micro-BNC. Autre cas, autre question en tout cas, qu'on a été amené à se poser, même si elle est de moins en moins prégnante, puisqu'on est en train de sortir un petit peu de ça, avec en plus pour certains des corrections à faire pour les années 2021 et 2022, c'est les centres de gestion et la réduction d'impôt pour frais de compta. Donc là, c'est clair, puisque depuis le 7 décembre 2023, il n'est plus nécessaire d'être affilié à un centre de gestion ou à un organisme de gestion agréé pour éviter, pour voir son bénéfice non majoré fiscalement. Je rappelle, dans le temps, il fallait être adhérent pour ne pas voir son bénéfice majoré et payer plus d'impôts. Donc, 1, c'est plus applicable, et 2, même pour ceux sur lesquels on a encore appliqué pour 2021-22, et là, ça s'adresse qu'aux médecins conventionnés secteur 1, il y a des corrections à faire pour revenir
récupérer de l'impôt indûment dû. Voilà, donc là-dessus, on n'a pas de la réduction d'impôt, enfin pour la majoration, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ceux qui pourraient bénéficier de la réduction d'impôt, donc de 915 € pour ceux qui auraient comment dire, moins de 77 000 € hein, de recettes, et ben là, donc ça, là je parle de la réduction d'impôt pour ce BNC, les honoraires comptables liés à ce BNC. Si vos 95% de rémunération sont inférieurs du seuil, pour l'instant, à voir si ça perdure dans le temps, vous pourriez bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais de compta de ce BNC. Donc à voir au cas par cas entre les honoraires comptables liés à la gestion de ce nouveau BNC, l'adhésion que prendrait le centre de gestion pour ce nouveau BNC et la réduction d'impôt liée à ça. Voilà. Donc un petit calcul. Là-dessus, c'est plutôt votre expert comptable qui va être vigilant là-dessus, à voir quel intérêt majeur ou pas on a. Et là, on parle de 100 ou 200 € de gain maximum. Je finis par une question, on est dans les modalités pratiques. La question que beaucoup, enfin pour ma part, beaucoup de mes clients m'ont posée, c'est le compte bancaire. Vous aurez compris que la rémunération vient de la SEL. Normalement, on doit transiter par un fameux BNC avant d'aller sur votre compte perso. C'est vrai qu'on est assez fort en schizophrénie en la matière. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel et ni dédié. Donc, j'entends professionnel, à savoir les comptes qui ont la nature professionnelle fournie par les banques, il n'y a pas d'obligation. Donc, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'aura pas de mandat impôt.gouv à faire, hein, ce qui était souvent ce qui nous embêtait beaucoup, sur ce compte-là. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas non plus d'obligation d'avoir un compte bancaire dédié, c'est-à-dire un compte bancaire qui retrace les recettes, ces fameux 95% par exemple, et l'ensemble des dépenses. Il n'y a pas d'obligation, puisqu'on peut retracer les éléments par la comptabilité de la SEL qui va vers vous. La SEL paye toutes les dépenses, et par le jeu d'écriture comptable dans vos comptes courants d'associés, on peut retracer les mouvements. Évidemment, moi, je ne peux que conseiller d'avoir un compte bancaire dédié, même si ce n'est pas obligatoire. Je le conseille fortement, même s'il n'a pas la nature professionnelle, hein, bancairement parlant, mais un compte bancaire dédié, ça nous permet de vraiment suivre mieux les recettes et les dépenses qu'on va avoir et qu'on va pouvoir déduire de ce fameux BNC. Donc, les recettes, les honoraires, votre rémunération, ça va aller assez vite. Les dépenses, les cotisations sociales, ça va aller assez vite aussi. Mais il peut y avoir d'autres dépenses, les frais de véhicule ou les autres dépenses que la SEL ne prendra pas en charge par convention. Et c'est plus facile de les avoir dédiées sur un compte spécifique. C'est une petite mécanique, une petite gymnastique supplémentaire qui n'est pas aisée au quotidien, un petit peu lourde, mais ça peut faciliter le travail de communication avec votre expert comptable. Voilà là-dessus. Alors, je vais revenir sur les petits points en attente qu'on a pu aborder tout à l'heure. Juste un petit récapitulatif des points de vigilance et des points pour lesquels on attend des retours sur l'administration fiscale ou des différentes instances, notamment, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les pharmacies, on considère qu'elles vont certainement être concernées par le dispositif au regard des retours qu'on a eus jusqu'à maintenant. Maintenant, on attend quand même le retour des SIE concernés pour venir nous le confirmer. Pour rappel, les pharmacies étant des activités dites commerciales, on peut émettre, se poser la question si elles sont réellement concernées. Mais dans l'attente, voilà, on considère qu'elles sont concernées. On va le traiter comme ça pour l'instant, dans l'attente de clarification. Également pour les sociétés de droit commun, donc les SARL qui sont pas des SEL, est-ce qu'elles sont concernées? Pareil, on peut émettre un doute dans la mesure où les textes précisent bien que sont concernés les associés de SEL.
Après, compte tenu de l'ordonnance et de l'obligation de faire la mise en conformité d'ici le 1er septembre 2025, de notre côté également, on préconise de considérer dès à présent hein, que même les SARL de droit commun, dans la mesure où elles sont censées appliquer les nouvelles dispositions relatives au sel, sont également concernées. Ensuite, pour les parts de sel, doit-on les inscrire ou non à l'actif du BNC? Nous, compte tenu de l'incertitude par rapport ensuite au traitement de la plus-value professionnelle ou privée, de la même manière, on préconise de ne pas les inscrire à l'actif. Si on est dans l'hypothèse où ça peut vraiment être très intéressant, dans ce cas-là, avoir quand même l'avis d'un fiscaliste pour se positionner pour le faire. Et pour dernier sujet sur la tenue de la comptabilité, il y avait également un sujet sur la partie créance dette. C'est ça. Pour les BNC classiques, on va dire pas ces BNC que je qualifie un peu d'intermédiaires en fait, hein, effectivement, on peut voir une option comptabilité créance dette. Une option comptabilité créance dette, ça veut dire que même si par exemple mes cotisations sociales ne sont pas payées, si j'en dois liées à cette année, je vais les provisionner et donc les déduire. Donc la question c'était est-ce qu'on peut pouvoir pratiquer cette option-là dans ces BNC intermédiaires et déduire des choses que je n'ai pas payées. Pour l'instant, on n'a pas de précision. Donc, on va être vraiment en trésorerie. Moi, à titre personnel, je pense que ça va rester comme ça, puisque là, on parle bien de BNC qu'on peut qualifier aussi de BNC fiscaux à l'impôt sur le revenu. Et la règle de l'impôt sur le revenu, c'est que si ce n'est pas encaissé ou payé cette année-là, ce n'est pas déductible. Donc, je ne vois pas comment on pourrait aller opter comment dire, sur une option créance dette, c'est-à-dire les provisionner des choses sur ce BNC alors que même elles n'ont pas été payées sur la période. Mais écoutez, je serais très surpris de cette chose-là. On n'est pas à l'abri. Le sujet dont on parle aujourd'hui, hein, on peut vraiment le qualifier. On a longtemps cru que c'était une arlésienne, hein, puisque ça fait des années qu'on entendait parler de ça. Et c'est jamais arrivé. Finalement, c'est arrivé par la petite fenêtre en décembre 2022. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir encore quelques surprises sur le sujet. On apprend en marchant. Petit focus là-dessus. Élodie, tu me compléteras sûrement, mais sur le process d'immatriculation, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas passer sur un process d'immatriculation classique. À savoir maintenant le fameux guichet unique qui fait beaucoup plaisir aux avocats. Donc, mais par un process un petit peu particulier, parce que si on était passé par le guichet unique, en l'état en tout cas, ça aurait fait une immatriculation d'un BNC classique, donc CFE, etc. Là, normalement, pour ceux qui sont concernés, vous allez avoir un questionnaire un peu spécifique qu'ils ont créé pour la cause hein, à remplir. Pour les associés qui ont ou pas déjà un numéro de SIRET. D'accord ? Ce questionnaire, vous allez l'avoir où ? Normalement, vous êtes beaucoup à déjà l'avoir reçu via l'espace impôt.gouv de la SEL. Donc, soit certains vont régulièrement dans l'espace et l'ont déjà reçu par mail, soit des fois, c'est le cabinet comptable qui gère l'espace impôt.gouv. Donc, il faut aller voir si ce formulaire, qui est un formulaire qui tient sur une page, hein, Élodie ? Oui, tout à fait. Voilà, avec votre nom, votre profession, l'adresse, etc. Voilà, c'est ce questionnaire-là qui est à obtenir. Donc, si vous ne l'avez pas eu en direct avec un petit mail d'alerte ou dans l'espace impôt.gouv de la SEL, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de votre cabinet comptable ou soit des impôts par un petit message électronique sur l'adresse de la SEL, enfin, le compte impôt.gouv et la messagerie sécurisée du compte impôt.gouv de la SEL pour obtenir. À l'issue de la réception de ce document et de l'avoir complété, vous allez recevoir après le fameux memento fiscal du référentiel des ROP. Bon, ça veut dire votre petite carte d'identité fiscale de ce BNC. Voilà, avec vos numéros et savoir qu'est-ce que on devra mettre sur la liasse fiscale, le numéro de liasse et puis le SIE concerné. Voilà. Attention. Même si tout ça, vous voyez, hein, on est en octobre, on n'a encore pas toutes les précisions, même si on avance. On est vigilant là-dessus. Si vous ne les avez pas reçus, faites vraiment une démarche volontaire pour éviter toute majoration
ou pénalité ou autre liée à une non-inscription de votre BNC avant le 31 décembre. Et on le redit, mais je l'ai dit à l'oral, la majorité des clients l'ont reçu dans l'espace DSL. Certains, même de nos clients, ne l'ont pas reçu. Donc nous, on préconise de faire vraiment un message électronique. Voilà. Voilà un petit peu l'étendue aujourd'hui de ce sujet-là. On a essayé d'être le plus synthétique possible avec Elodie. Vous avez peut-être des petites questions auxquelles on aura le plaisir de répondre. Et c'est pour rappel, en haut à droite, là sur l'onglet QR, où vous avez un petit fil de discussion si vous avez des questions. Et en tout cas, vous pourrez revisionner ce webinaire, je pense aussi, si jamais vous avez des questions complémentaires. Donc, on va laisser 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a des questions. Et si on n'a pas, j'imagine qu'on a été très clair. J'espère, en tout cas. Et s'il n'y en a pas, moi, je vous remercie de vous être connectés sur l'heure du déjeuner, en espérant que ce format en temps et en horaire vous convient le mieux. Je ne sais pas si Clarisse, tu vois des questions arriver. Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.